Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau club Le Figaro Culture où nous allons parler cette semaine littérature et aventure, littérature dans l'aventure et aventure dans la littérature puisque nous recevons l'écrivain Sylvain Tesson après avoir fait des cavalcades sur les crêtes blanches des Alpes, après avoir arpenté les chemins noirs de la diagonale du vide, après avoir hiberné avec les ours au milieu d'une cabane en Sibérie, après avoir traqué dans le froid himalayen la panthère des neiges. Il s'est lancé cette fois-ci dans une aventure mi-terrestre, mi-maritime entre la Galice en Espagne et les îles Shetland au nord de l'Écosse pour traquer des fées. Les a-t-il rencontrés? Sa réponse est dans ce livre « Avec les fées » paru aux éditions des Équateurs. Un livre qui est à la fois un voyage dans l'espace, mais aussi un voyage dans le temps, puisqu'il y a beaucoup question du Moyen-Âge. Alors pourquoi cette passion de Sylvain Tesson pour les beautés du temps jadis? Est-ce que notre époque a totalement banni le merveilleux? Cela fait partie des questions que nous allons lui poser dans ce club Le Figaro Culture qui commence tout de suite après le générique. Bonsoir Eugénie Bastier, vous êtes grand reporter aux pages Débat Opinion du Figaro et vous venez de publier un livre qui s'appelle La dictature des ressentis, un recueil d'un certain nombre de vos chroniques parues aux éditions Plomb. Ce livre vient de paraître aux éditions Plomb. Bonsoir Vincent Trémollet-de-Villers, vous êtes directeur délégué de la rédaction du Figaro. Et bonsoir Sylvain Tesson. Bonsoir. Est-il bien utile de vous présenter? Vous êtes géographe de formation, écrivain par destination. Vous avez publié déjà une quarantaine d'ouvrages. Alors il y a des nouvelles, il y a des essais, il y a des albums photographiques et puis il y a ces récits dont vous nous faites le plaisir parfois de nous réserver au Figaro Magazine quelques avant-goûts. C'était notamment le cas pour l'Axe du Loup, ce voyage sur la trace des évadés du Goulag et sur la trace de l'écrivain Slavomir Ravitz qui avait raconté ce récit, également pour La Panthère des Neiges. Et cette année, eh bien, vous êtes parti, en tout cas il y a quelques mois, vous êtes parti dans un périple assez étrange entre le nord de l'Espagne et le nord de l'Écosse, les îles Shetland, sur ce que vous appelez l'arc celtique, à la recherche des fées. Alors, est-ce que vous les avez rencontrés? On va s'interroger sur l'existence des fées, vous allez nous dire ce que sont les fées pour vous. Mais auparavant, j'aurais une petite question à vous poser. La plupart de vos voyages, jusqu'à maintenant, c'était à l'Est. Cette fois-ci, c'est la première fois que vous vous intéressez à l'Ouest. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait le tour de l'Est? Je sais pas, ça s'appelle un transfuge. Je passe à l'Ouest. C'est une dissidence. Je partais pour le Figaro Magazine, d'ailleurs, Ouais. il y a 15 ans, quelque chose comme ça, pour chercher les fées. Et puis, j'ai raté mon mode opératoire la première fois. Je partais faire un reportage. Et je suis parti à pied de la Galice au Shetland, le même voyage que je viens de répéter cette fois en voilier. Et à pied, c'était une mauvaise idée. Parce que tous les 20 km, je devais traverser une zone d'activité commerciale ou une zone à urbaniser en priorité, c'est-à-dire le bétonnage du littoral. Si bien qu'à un moment, je me suis dit, je pars chercher le roi Arthur et l'enchanteur Merlin, et je me retrouve chez le roi Merlin. Alors, je me suis dit que c'était un mauvais mode opératoire, et c'est là où j'ai choisi le voyage en voilier. Vous avez parlé d'un voyage amphibie, mi-terrestre, mi-maritime, c'était ça qu'il fallait faire. Mais voilà, alors je suis parti à l'ouest pour une raison très simple, c'est que cet itinéraire dont vous avez décrit les deux bornes, enfin vous les avez nommés, la Galice au sud et les Shetland au nord, ça correspond à une géographie très précise qui m'attirait, que j'appelle l'arc celtique. Ça n'existe pas véritablement en tant que dénomination cartographique, mais mettons que c'est la grande façade atlantique qui est caractérisée par d'abord une communauté de langues celtes, et surtout, c'est ça qui m'intéressait, un paysage qui est assez unique, qui est le paysage des promontoires, 5 km ou 6 km à peu près d'épaisseur, de largeur, l'influence de l'iode sur la terre, la présence du granit, et sur cette courbe qui remonte de la Galice au Shetland en passant par la Bretagne, la Cornouaille, le Pays de Galles, l'Irlande et l'Écosse, la même impression, la même dimension, la même intensité, la même profondeur temporelle et la même iode géographique. On a quand même l'impression que vous choisissez les destinations de voyage en fonction de la part de rêve qu'ils procurent. On a l'impression que vous avez toujours besoin de rêver avant de partir. Oui, c'est-à-dire que
c'est pas tellement le guide Michelin qui décide si je vais faire le détour ou pas, et si ça vaut le détour ou pas. C'est plutôt les impressions que font en moi les tableaux, les souvenirs d'une musique, ou les thématiques aussi. Un jour, je suis parti traverser l'Eurasie parce que je voulais m'imprégner, non pas réfléchir, ça sera un bien grand mot, mais je voulais méditer en mouvement sur le thème de la liberté. Alors je suis parti traverser l'Eurasie en pensant aux évadés du goulag. Et puis là, la dimension qui m'intéressait, quasiment spirituelle, c'est la thématique du merveilleux. C'est-à-dire ce mot tellement bizarre, dont on ne sait pas très bien ce qu'il veut dire, qui est comme une méduse. J'aime essayer de donner des définitions aux mots, et je crois que le mouvement, le voyage, aventureux plus ou moins, est la meilleure manière de se mettre en état de réflexion. Et le merveilleux, pour vous, est incarné par les faits. Oui, c'est-à-dire que c'est un synonyme, c'est les unes étant l'illustration du premier. Il y a le concept, il y a le terme, il y a le substantif, le merveilleux, c'est même un genre littéraire. Et puis il y a leur illustration, il y a leurs effets, il y a leurs émanations, il y a leur personnification qui sont les faits. Et la rencontre des deux, c'est l'adjectif féerique. C'est à ça que je m'intéressais. Quand on parle du merveilleux, tout est merveilleux aujourd'hui. On dit « Ah, c'est mon Dieu, c'est merveilleux. Oh, hier, j'ai C'est très galvaudé comme mot. Oui, bien sûr, ça fait partie de ces espèces de mots qui sont utilisés à toute enseigne. Alors, je voulais essayer d'en tracer, d'en comprendre le contour. Et comme moi, je réfléchis d'abord par le paysage et d'abord par le mouvement, c'est-à-dire d'ailleurs que ma réflexion va jamais très loin, mais je réfléchis aux mots par l'exercice mécanique. Alors, j'ai pensé qu'il fallait que je trouve la géographie qui correspondait le mieux à ce terme. Et pour moi, s'est imposé cet arc celtique qui est une pliure des éléments, puisque c'est le moment où la terre s'effondre dans la mer et où cette rencontre très brutale, la côte est déchiquetée et la mer est en rage, est fécondée par une lumière très particulière que tous les peuples de l'Atlantique connaissent bien. Demandez à des Bretons ce que c'est que la lumière et ils vous diront que c'est un personnage. C'est une lumière qui est à la fois le résultat d'un soleil qui meurt et qui est filtré par la vapeur du ressac. Alors tout cela donne un voile, un nimbe au paysage qui crée la neurasthénie bretonne, mais sa vitalité aussi. Vincent Trémolévière, qu'est-ce que vous avez retenu de ce livre? Vous connaissez très bien l'œuvre de Sylvain. Comment vous le situez par rapport au précédent? Vous avez parlé de méditation. C'est un livre qui est très méditatif, qui s'apparente même parfois à la prière. On a l'impression d'une prière pagano-chrétienne, ou à un poème en prose. On pourrait tirer un certain nombre de phrases qui forment à eux seuls des vers. Je trouve qu'il y a une perfection dans la forme qui fait que vous parvenez à restituer tout ce qui est organique, puisque ce que vous vivez, c'est en mouvement, et vous l'avez décrit, ce sont des éléments déchaînés, ce sont des lumières éclatantes ou nimbées, et par la magie du verbe, vous donnez au lecteur le plaisir de participer à cela. Et donc, c'est pour moi un livre qui, dans sa forme, atteint la perfection. La question que je voulais vous poser, c'est que les faits sont invisibles, et tout l'objet de votre livre est de dire que l'on ne regarde plus ce qui est visible. Donc, est-ce que vous cherchez l'invisible, ou est-ce que vous cherchez à restaurer notre regard vers ce que nous ne voyons plus? Mais en fait, c'est la grande question qui m'a conduit. Est-ce que lorsque l'on est confronté, ce qui m'arrive souvent, à un spectacle naturel, c'est-à-dire un paysage, pour parler plus simplement, puissamment beau, est-ce qu'il faut absolument chercher l'explication d'un arrière-monde qui est à l'œuvre, d'un opérateur, enfin de Dieu, cessons un peu de tourner autour de la table, ou alors est-ce qu'il faut capter uniquement l'émanation de cette beauté? C'est une question magnifique, c'est la question du merveilleux. Moi j'ai beaucoup réfléchi à ça, j'ai commencé à réfléchir à ça d'ailleurs, je pense que tous les enfants réfléchissent à ça. Quand j'allais au Guignol, au jardin du Luxembourg, quand j'avais 6 ans,
il y avait des tas de petits-enfants autour de moi, alors on criait, alors les uns disaient attention à le gendarme, les autres renseignaient le gendarme pour taper sur Guignol. Ça, en général, d'ailleurs, ça fonde la distinction qui sera plus tard opérée entre les collaborateurs et les autres. Et alors, il y a des enfants qui s'intéressent aux marionnettes, et il y a d'autres enfants qui essaient de voir le marionnettiste. Eh bien, je crois que là, on est dans la question de l'arrière-monde ou de l'émanation immédiate. C'est-à-dire, faut-il qu'il y ait un Dieu à l'œuvre ou faut-il se contenter du merveilleux? Moi, il se trouve que j'ai une espèce de capacité à recevoir le phénomène de la lumière, du ressac. Alors là, je décris le phénomène atlantique. Cette espèce de fracas extravagant de la mer sur la terre, la résistance désespérée des falaises hercyniennes, c'est-à-dire cristallines, granitiques ou schisteuses, qui n'en finissent pas de s'écrouler, le soleil lui-même qui rajoute sa symphonie de lumière dans toute cette orage, dans toute cette impétuosité. Je reçois tellement violemment ce phénomène, mais tellement... et pourtant mes instruments de captation sensorielle, si je puis dire, mon ouïe, mes yeux et mon odorat ont été très affectés par un accident. Donc je ne suis plus qu'un mauvais instrument de réception des phénomènes. Et pourtant, je les capte tellement violemment qu'à un moment, je n'arrive pas à aller au-delà de la captation immédiate, presque animale, sensorielle. Je ne veux pas dire le ressenti. Non, mais là, le sentiment des choses m'atteint tellement que, bizarrement, ça éloigne de moi la préoccupation de savoir s'il y a des portes à pousser pour comprendre ces phénomènes. C'est idiot, ça s'appelle l'immanence, qui n'a pas besoin de la transcendance. Alors je sais bien tout ce qu'on pourra m'objecter, que l'une est dans l'autre, et puis que ça fait 2000 ans qu'on essaie de vous l'expliquer, monsieur, mais moi je ne le comprends pas encore. Eugénie ? Oui, vous avez évoqué tout à l'heure le roi Merlin, et ça m'a fait penser à cette anecdote en juin dernier. Vous savez, en Bretagne, à Carnac, des menhirs ont été jetés pour construire un magasin de bricolage. Ça avait fait toute une polémique, 35 menhirs jetés. Et d'ailleurs, le maire avait dit cette phrase. Malheureusement, la direction régionale des affaires culturelles, DRAC, avait placé le site en zone de prescription dans l'ancien plan d'occupation des sols, POS, mais pas dans l'actuel plan local d'urbanisme, PLU. Je trouve ça très tessonien. C'est super. J'ai trouvé cette anecdote très tessonienne parce que c'est un peu ce que vous nous expliquez dans ce voyage. C'est que vous êtes à la recherche du merveilleux aussi en contraste avec notre époque, sa technique, sa bureaucratisation, ces zones commerciales dont vous parlez. Et votre démarche, en fait, fait penser un peu à celle des romantiques au XIXe siècle, et vous l'évoquez, qui ont retrouvé cette fameuse matière de Bretagne, les romans de chevalerie, qui ont commencé à réexplorer cet imaginaire qui avait été un peu balayé par les Lumières et par le XVIIIe siècle très rationaliste, et ça a été une sorte de retour au romantisme, à cette source-là. Et est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin justement d'un nouveau retour à cette source un peu d'imaginaire, de féerie, de merveilleux, face justement à un monde de plus en plus froid, de plus en plus rationnel, de plus en plus technocratique? Est-ce que c'est aussi peut-être une seconde révolution romantique que vous nous proposez? J'aimerais la fée, bien entendu. Pour moi, ce n'est pas... l'incarnation surnaturelle d'un petit personnage voletant avec une clochette et un tutu. Bien entendu, c'est une disposition de mon regard, c'est un exercice de mon regard, c'est une disposition de mon cœur, et c'est la volonté qu'apparaisse quelque chose, qui pour l'instant se cantonne à la beauté de l'immanent, c'est-à-dire de ce qui émane, de ce qui arrive, de ce que je reçois. Et c'est évident que la fée, à mon sens, c'est le moment où recule toute cette méchanceté du monde, toute cette laideur. Bien entendu, la fée arrive quand s'oublie la statistique, la mécanique et la marchandisation du monde. Partout où le monde redevient une force des éléments et une amitié des hommes, chose que l'on vit, chose que j'ai vécue pendant 3 mois à naviguer avec mon équipe de camarades le long des côtes celtiques, l'amitié et la splendeur, et bien à ce moment-là, la fée arrive et le monde immonde recule. Tout ce que vous venez de dire. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop se moquer des romantiques. Moi, je les aime beaucoup pour cela, parce que la réinjection du sentiment dans la froideur du sublime antique, c'est la préface de Cromwell de Hugo a dit des choses superbes là-dessus. Il avait 25 ans
Et il a dit, finalement, cette beauté antique est trop froide, trop monotone, il faut injecter dans le sublime du grotesque. Eh bien, on l'a, là, dans la côte celtique, on a le sublime et le grotesque. On a cette espèce d'efflorescence incroyable de brume qui vous donne l'impression qu'apparaissent des visages dans les falaises. Puis en même temps, il y a cette espèce de splendeur de la structuration de la géologie dans la mer. Il y a les deux. C'est ça le romantisme et j'essaye d'aller vers lui. Et juste, vous avez aussi fait un voyage en Méditerranée, sur les traces d'Homère. Quel contraste vous feriez justement entre ces deux civilisations, à la fois la celtique et la méditerranéenne? Et dans les deux cas, il y a la mer, mais c'est pas la même mer, et c'est pas le même, ça donne pas la même... il y a peut-être dans les deux cas aussi du paganisme, mais c'est quand même deux civilisations très très différentes dans le contraste. Oui, d'abord, il y a une mer fermée, puis il y a une mer ouverte. Il y a une mer qui est un jardin, il y a une mer qui est notre mer, il y a un mare nostrum, et puis il y a un océan qui est ouvert à tous les vents, et puis qui vient s'échouer en face, mais on ne sait pas où. Il y en a une qui accueille l'aube, sur des temples droits et parfaitement architecturés, et l'autre qui est le balcon de la mort du soleil, tous les soirs, le crépuscule. Donc bien sûr, on est là dans deux dispositions de l'âme complètement différentes. L'idée serait justement de passer du bassin à l'océan et de dire, comme Barès, qu'il faut vivre le sentiment romantique, mais dans une discipline classique. Ça, c'est bien. C'est pour ça que le voilier, c'est très bien, parce que ça vous oblige à être classique, un voilier. Il ne faut pas se tromper de mots quand vous tirez sur les cordages. Et puis, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que surtout dans ces mers atlantiques qui sont pleines d'écueils et de courants. Mais on peut tout à fait essayer de réconcilier la tension barésienne du romantisme et du classicisme en passant d'Homère à Chrétien de Troyes. Magnifique. Il y a une phrase terrible du Voyage au bout de la nuit, dans laquelle le narrateur dit « On a bouffé toute sa poésie puisqu'on a vécu jusque-là, tes haricots la vie ». Il termine le paragraphe comme ça. Est-ce que vous diriez que le mouvement, la contemplation, cette recherche de merveilleux est un moyen d'entretenir la poésie qui s'atrophierait sinon, et que l'on porte tous? En tout cas, d'entretenir l'appétit. Parce que la grande atrophie, la fin de la poésie, c'est quand il n'y a plus l'appétit. C'est quand le haricot vous lasse, la vie vous lasse. Et ça, c'est terrible. Et c'est pour cela que le voyage et le mouvement perpétuel, avec sa part de stérilité, contient quand même un bénéfice. C'est que le fait de vous remettre chaque matin dans l'obligation d'abattre un certain nombre de kilomètres crée de facto une espèce de mission que l'on s'impose et que l'on impose à son corps, au prix parfois de grandes fatigues, sans faire autre chose que d'abattre par le mouvement de la distance. Et c'est une sorte d'imploration qui est faite à la géographie de vous apporter le perpétuel, comment pourrait-on appeler ça, la perpétuelle revitalisation de cet appétit de la vie. Moi, j'ai très peur de la lassitude. Je n'aime pas beaucoup ce penchant-là. Je n'aime ni l'amertume ni la lassitude. C'est peut-être la chose dont je me défie le plus. Je n'ai pas envie d'en avoir marre. Sauf que là, il y a le mouvement qui est un petit peu le moteur de votre activité, mais il y a aussi la présence qui se rajoute. Dans ce livre, on a l'impression que le Graal, c'est pas seulement le mouvement, c'est la présence de cette fée qu'on ne voit pas, mais vous sentez qu'il y a une autre présence qui peut être aussi un centre d'intérêt nouveau pour vous. En tout cas, il n'y avait pas forcément ça dans les précédents livres. Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux histoires avec cette histoire du mouvement et de la présence. Il y a ma petite anecdote personnelle que je raconte, mais qui est de l'ordre finalement de l'aventure quotidienne, de l'événement. C'est-à-dire que tout à coup, je trouve une raison de cesser le mouvement perpétuel. Ça s'appelle l'amour. Et puis, il y a la question du Graal dans la littérature arthurienne, dans cette extraordinaire matière de Bretagne, c'est que Chrétien de Troyes a l'intelligence de ne jamais expliquer ce que c'est que le Graal. Si bien qu'on a beau dévorer, ni Geoffroy de Monmouth, d'ailleurs, son parèdre britannique, n'explique ce que c'est que le Graal. Enfin, c'est Chrétien de Troyes qui l'injecte dans la geste du roi Arthur, mais on ne sait pas si c'est un calice serti de pierre et contenant le sang du Christ, ou si c'est une injonction à se dépasser soi-même, ou si c'est simplement
un ensemble de catégories de vertus vers lequel le chevalier essaie de converger. Même la recherche en tant que telle. Le fait de... Alors moi, j'ai cru, ça, que le Graal, c'était la quête. Et que la terminologie de quête du Graal n'était pas bonne, donc c'était une espèce de tautologie, l'une étant dans l'autre. Je croyais que le Graal, c'était de le chercher, et que tant qu'on ne le trouvait pas, c'est qu'on l'avait trouvé, puisqu'il s'agissait de le chercher pour le tenir en soi. Et puis, à un moment, j'ai trouvé que... C'est banal, hein, vous vous rendez compte, 52 ans de circulation comme un hamster dans sa cage en plastique pour arriver à ces considérations, il fallait vraiment quand même être un peu distrait. Eh bien, tout à coup, j'ai trouvé que dans l'amour d'une fée, je suis très pudique, parce que je suis un garçon pudique, moi, mais l'amour d'une fée, tout à coup, que je rencontre... Une fée à forme humaine. Une fée à forme humaine. une fée à forme humaine me fait comprendre que le Graal est une présence avant que d'être un mouvement. C'est même peut-être en fait le mouvement vers une présence. Cela dit, pardon, mais il y a une terminologie magnifique dans la geste, dans la littérature, dans la poésie arthurienne. Le chevalier va vers la prouesse, l'aventure et l'amour. On parle très sérieusement là, mais dans le livre, il y a quand même un certain nombre de facéties un peu enfantines. Vous êtes en kilt quand vous arrivez en Écosse, vous jouez des rôles, vous retrouvez une forme d'esprit d'enfance, et vous le faites de façon assumée, avec beaucoup d'autodérision. Est-ce que l'esprit d'enfance est selon vous le refuge du merveilleux? Est-ce que si on ne le retrouve pas, on ne pourra pas voir les faits qui pourtant nous environnent? Mais je crois que l'esprit d'enfance, c'est plus sérieux qu'on ne le pense. Et après tout, qu'est-ce que le romantisme, sinon une réactivation d'une espèce de tentative d'être fidèle à ses serments d'enfance? Et j'irai même plus loin. L'esprit d'enfance pourrait peut-être être considéré comme un instrument politique. Quand les Irlandais, au XIXe siècle, comprenant qu'il faut qu'ils réinventent l'histoire de leur peuple et de leur île pour se désarimer de la coercition anglaise, qui est un pléonasme, et que grâce notamment à des poètes comme Yeats, ils retrouvent tout ce qu'on pourrait appeler, si on était sarcastique, la ferblanterie médiévale, toute cette kermesse, tout ce folklore, tout ce qui rebute une certaine catégorie de penseurs rationnels, mais tout ce qui émeut les âmes romantiques. Eh bien, quand Yeats et toute la théorie de poète irlandais réactive cette histoire des fées, des chevaliers, des dieux qui descendent du ciel, les Tuath de Danann, qui sont les déesses irlandaises qui viennent faire la guerre pour chasser les esprits malfaisants, qu'est-ce qu'ils font sinon rejouer aux rêves d'enfants? Je crois que on traite un peu l'esprit d'enfance avec désinvolture. Hein. Il se peut que les enfants ne se trompent pas. Que veulent-ils, les enfants? Ils veulent simplement rêver à des destins glorieux. Aller dans les étoiles ou au fond des forêts ou monter sur des galions de pirates. C'est pas leur faute si ensuite l'âge adulte leur explique que la vie sera tout autre. Mais à mon avis, il y a un certain nombre de poètes romantiques, surtout dans l'Irlande de la fin du XIXe siècle, et surtout derrière Yeats et Synge, qui ont compris que l'esprit d'enfance était peut-être un programme politique. Synge, c'est le baladin du monde occidental. Oui, quel nom superbe, le baladin du monde occidental. C'est peut-être à ça que c'est peut-être en ayant entendu le nom de ce drame qui ne concerne pas du tout un voyage. C'est une histoire légèrement alcoolisée qui se passe dans les îles d'Aran, mais avec des meurtres et des histoires très violentes. Mais je trouvais ce titre tellement beau que je me suis dit, un jour, j'aimerais bien réussir à me dire que je joue à être le baladin occidental. Moi, je crois que je pense beaucoup par les titres. Mais l'ironie que vous mentionniez à propos du Moyen-Âge, du merveilleux, elle était aussi chez Aragon dans les années 30, qui se moquait de ça, et qui, en 1942 ou 1943, écrit Brocéliande, que vous avez emmené avec vous, et qui est un moyen de dire que la résistance doit passer par les mythes du Moyen-Âge. Donc il y a une évolution, pas seulement dans le romantisme, mais même au XXe siècle encore, de la pensée sur le merveilleux. Donc la résurrection du merveilleux est encore possible. Mais je ne sais pas très bien à quelle proportion.
attribué au poème d'Aragon. D'ailleurs, qui réussit C'est un peu obscur. Ouais. à déchiffrer vraiment le grand Athanor alchimique aragonien qui écrivait quelques années plus tard son ode à Staline et qui ensuite fait le plus beau poème chevaleresque de l'histoire de la littérature française. Mais dans Brocéliande, en pleine guerre, il convoque la forêt de Brocéliande pour imaginer la résistance. Parce que finalement, il s'agit de la même chose, de chevaliers épris de sentiments très nobles. Et Aragon ne rigole pas quand il lit le roi Arthur. Et qui franchement, peut rigoler sinon des Tartuffes et des Trissotins car une société qui, au XIIe siècle, décide de placer au pinacle de ses valeurs la noblesse, la beauté, la bienfaisance, l'aventure et le courage, franchement, il faudrait qu'on soit bien ancré dans notre autosatisfaction et la légitimité de nous-mêmes pour se moquer d'eux. Et Aragon écrit, puisque vous parlez de son rapport à Brocéliande, il écrit ces deux vers très beaux. « Ma mémoire est un chant sans appoggiature », c'est-à-dire ni bémol ni dièse. Lui ne fait pas l'inventaire, le droit d'inventaire, il ne fait pas l'inventaire de l'histoire. Ma mémoire est un chant sans appoggiature, et le refrain qu'il moud du verbe moudre, et le refrain qu'il moud vient du cycle d'Arthur. C'est magnifique. La vie est une avoine et le vent la traverse. La vie est une avoine et le vent la traverse. Ma mémoire est un chant sans appoggiature, un manège qui tourne avec ses chevaliers. Et puis, alors il est triste. Il dit, mais la fée ne chante plus du fond de la fontaine et la fleur se fana qui chute de son corset. Aujourd'hui, on dirait, mais ne seriez-vous pas décliniste, monsieur Aragon? Justement, vous dites que finalement le merveilleux, c'est pas seulement une rencontre. On n'a pas besoin simplement au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif, puisque vous dites qui peut sérieusement croire que l'histoire n'est pas un roman, et vous vous appelez justement à une part de merveilleux dans le roman national. Enfin, vous dites le besoin que l'on a aussi de légendes pour se constituer une appartenance collective, et d'où d'ailleurs peut-être la permanence de ce goût et cet attrait qu'on a pour la chevalerie et qui survit, qui a survécu à tout. Les petits garçons jouent encore aux chevaliers. Après tout, ils pourraient jouer à autre chose aujourd'hui. Est-ce qu'on a besoin, selon vous, justement, de ces grandes légendes, de cette légende arthurienne, de ce roman national qui naît dans la chevalerie? Mais bien sûr, c'est monstrueux de dire que l'histoire ne devrait être que la science très froide, empruntant à la comptabilité, à la statistique. Heureusement que l'histoire est un roman et heureusement qu'elle croit parfois qu'elle doit l'être. Encore une fois, quand les poètes irlandais encouragent le peuple irlandais à se saisir de ce qu'il fut, ces poètes-là injectent dans l'écriture de leur passé, ils injectent une réécriture. Et heureusement. Et c'est à ce moment-là que tous les mouvements, par exemple, pré-raphaélites, il y a eu ce qu'on a appelé... ce que les théoriciens littéraires appellent, les critiques, appellent une celtomania, à laquelle tous les poètes du 19e succombent. Chateaubriand succombe à la celtomania, Mendelssohn, le musicien, Victor Hugo aussi, qui de toute façon lui succombait à toutes sortes de manies. Mais alors là, il y avait la celtomania qui passait, alors il l'a attrapé, et puis il a mis des corrigans dans ses alexandrins, il a versé des lutins dans ses contemplations, tous les menhirs s'animaient, et puis comme il trouvait que les menhirs étaient suffisamment... La stature du menhir correspondait à peu près à la leur. Il trouvait dans le menhir un interlocuteur digne de lui, Victor Hugo. Alors à ce moment-là, tous les poètes ont injecté l'imaginaire médiéval, arthurien, celtique, avec évidemment l'écueil qui est la confusion, la ratatouille et la bouillie. Mais ensuite, de même que Dieu reconnaît les siens, eh bien le temps fait le tamis, et puis le temps passe au crible ces poèmes, et il en reste une extraordinaire histoire, un roman. Et moi, je le trouve magnifique. Après tout, les progressistes comptables et rationnels qui souvent s'opposent à l'idée de rendre imaginaire la matière historique, bizarrement, eux-mêmes n'avouent pas qu'ils ont leur imaginaire. Après tout, Gavroche, c'est un imaginaire. La liberté sur les barricades, c'est un imaginaire. On pourrait même dire qu'il y a un imaginaire de la rationalité.
Malebranche qui tape sur son chien avec son bâton en disant que le chien est un animal, est une mécanique sans sentiment, c'est peut-être un imaginaire de la sécheresse, de la sécheresse d'âme. Alors moi, oui, bien sûr, je suis pour l'histoire imaginaire et j'aime quand des reines celtiques pré-raphaélites, avec tout leur chargement de kitsch, grattent des harpes celtiques en caressant des lévriers afghans et en se tressant des couronnes de laurier dans de grands cheveux blonds qui tombent comme une pluie d'or sur la falaise celtique, je trouve ça quand même plus saisissant, plus vitalisant qu'une série de chiffres et de statistiques de la comptabilité. Il y a un auteur du merveilleux qui parfois peut être kitsch, auquel on pense en vous lisant, et j'aimerais savoir si vous le fréquentez, c'est Tolkien. Je vais aller d'Aragon à Aragorn. Est-ce que c'est... Alors, c'est pas absolument le monde celte, mais Tolkien a voulu faire l'Iliade et l'Odyssée du monde anglo-saxon, et alors là, il a projeté du merveilleux jusqu'à plus soif. Est-ce que c'est un auteur que vous fréquentez? Est-ce que c'est un auteur qui vous accompagne ou... Pas tellement. Non. Moi, j'ai lu un peu Faerie, Fae-R-I-E, qui était un recueil de nouvelles, de récits qui me plaisait quand j'étais enfant. Mais j'ai pas tellement fréquenté le Seigneur des Anneaux, ni les mythologies du Hobbit. Oui, c'est ça. Je connais assez mal, mais je crois savoir qu'il y avait chez lui autant le surnaturel que le merveilleux, puisqu'il y a des êtres et des créatures qui n'appartiennent pas à l'efflorescence de la nature. Or, encore une fois, elle me suffit. Il y a un très intéressant chapitre du génie du christianisme de Chateaubriand qui répond à la question de Tolkien dans le livre 4, où Chateaubriand s'interroge sur la nécessité, quand on est devant une source, de devoir absolument voir une nymphette. Comme si, en fait, ce sont des pages qui sont très puissantes, puis qui sont écrites avec tout ce charroi extraordinaire chateaubrianesque, où il explique que la simple contemplation de la source devrait suffire. J'ai l'impression que Tolkien ne se suffit pas de la source et qu'il a besoin de rameuter toute une série, une théorie de créatures, mais je le connais trop mal pour pouvoir en dire quoi que ce soit. Justement, ce qu'on aborde aussi dans votre livre par détour, c'est le lien entre paganisme et christianisme et toute cette matière de Bretagne celtique, la manière dont elle a été à la fois effacée et transformée, avalée par le christianisme. Est-ce que pour vous, c'est un grand remplacement culturel, ou est-ce qu'il y a eu, non pas substitution, mais fusion en fait, entre ces deux cultures et on peut dire par exemple que la question, l'incarnation des saints, par exemple, dans le christianisme, avec beaucoup de piété populaire, est un succédané d'une forme de paganisme, d'incarnation dans des lieux, on voit beaucoup d'ailleurs dans les petits villages de France, des sources qui sont sacrées, etc. Est-ce que pour vous, il n'y a pas eu une rupture franche, mais justement une sorte de prolongation ou un effacement ? Oui, notre âme des sables, notre âme des falaises, notre âme des vagues, notre âme des bois, notre âme des flocons. Oui, on a presque l'impression, en parcourant le paysage de France, que le catholicisme est un polythéisme qui n'ose pas dire son nom, et qui voudrait bien, mais qui n'ose pas trop, parce que il y a des consignes. Il y a des consignes qui sont... Et puis il y a un clergé qui tient les consignes, et puis il y a une police de la pensée polythéiste. Mais bien sûr qu'en Bretagne, on a l'impression que plutôt qu'une substitution par la violence ou par l'effacement, il y ait eu une rencontre. Certainement. Encore une fois, moi, je n'ai pas étudié pendant 50 ans la théologie, donc tout ce que j'en dis là sont des intuitions de passants, de baladins du monde occidental, pas très sérieux. Mais oui, la meilleure illustration de ce qui pourrait être un mariage heureux entre le paganisme celtique, appelons-le comme ça, et puis l'arrivée du catholicisme dans toute cet arc celto-atlantique, jusqu'à tardivement pour l'Irlande. Ces grandes cérémonies
catholique, qui n'existe plus d'ailleurs depuis les années 60, et qui était destiné à faire pleuvoir le ciel sur les cultures maraîchères bretonnes. Ça s'appelait l'irrogation. On allait dans les champs invoquer la pluie, c'est-à-dire en fait le dieu de la pluie. Alors on ne disait pas comme ça, parce qu'il y avait toute un rite et un dogme qui rendait les choses plus sérieuses. Mais je pense qu'on peut trouver la très belle définition d'une absorption du paganisme par le christianisme dans la dénomination de christianisme celtique. Et il me semble qu'il existe comme une spécificité. Votre voyage se termine au moment où disparaît la reine Elisabeth II. Et au début, vous ricanez quand vous avez l'impression que les Anglais sont très affectés. Et après, on a le sentiment que vous dites, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen de renouer justement avec le merveilleux par ce genre de tradition qui nous paraît, à nous autres Français, totalement absurde, baroque, voire grotesque. Et là, vous êtes un peu impressionné par la piété politique presque et civilisationnelle des Anglais pour leur reine disparue. Oui, j'ai été abasourdi. Ouais. En plus, j'ai une petite histoire personnelle avec la mort de la reine, c'est que la veille de sa mort, mon copain Daniel Dulac, qui est guide de montagne, m'avait rejoint à bord du bateau, et nous avions accosté près d'un pilier rocheux qui se trouve au sud de l'archipel des Orcades, un pilier qui fait 160 mètres de haut, qui est détaché de la côte, et nous l'avons escaladé. Alors c'était difficile, il faut grimper au sommet, puis redescendre en rappel, planter des pitons, tout ça. Et on a ouvert une voie en face sud. Vous racontez ça comme nous, on va faire nos courses. Ouvert une voie, c'est-à-dire que personne n'était passé. Alors on ne l'a pas trop dit parce que les Anglais détestent qu'on vienne planter des pitons dans ce qu'ils considèrent comme leur... de toute façon, ils détestent en général qu'on vienne planter des pitons sur leur falaise. Et alors, on a appelé cette voie, parce qu'en général, quand on ouvre une voie, on donne un nom. On l'a appelée pour le retour du roi. Moi, je pensais au roi Arthur, parce que dans l'arthurisme, il y a aussi toute une espérance qui m'a beaucoup plu. Dans tout le cycle arthurien, Arthur, c'est en fait c'est l'incarnation, la personnification de l'espoir. L'espoir d'Arthur et une nostalgie. Alors, j'ai dit à Dulac qu'on va appeler cette voie le retour du roi. Et puis alors, on dit, bon d'accord, et puis on reprend la mer vers les Shetland, et la reine meurt. Alors évidemment, on avait l'impression que tout à coup, on avait une intuition de quelque chose. Et alors, ce qui m'a abasourdi, c'est qu'en arrivant au Shetland, il fallait remettre de l'eau dans notre voilier. Et alors, on arrive dans une marina, et puis on demande au pompiste, le type qui mettait de l'essence, du mazout dans les trucs, de l'eau dans les bateaux, et il portait un brassard noir. Et nous autres, Français, et qui pensons tout en termes de discorde et de hiérarchisation. Et donc, qui pensons que forcément, le monsieur qui remet de l'eau dans un bateau doit, de facto, ne pas accorder beaucoup d'affection à la reine. Eh bien, il était éploré, ce type. Il était en deuil. Et puis après, je suis revenu en Bretagne par le canal de Calédonie et l'île de Man, et j'ai vu le deuil des gens les plus simples comme des gens les plus éduqués. Alors voilà, je ne suis pas en train de faire un tableau sociologique du sentiment monarchique britannique, mais il est indéniable. Il y a eu vraiment un chagrin collectif. Eh bien ça, c'est une grande leçon pour nous, qui appartenons franchement au peuple de la discorde et de la haine de chacun par tous les autres. C'était un très beau spectacle de ce que peut être une ferveur. Sommes-nous capables, nous autres Français, de partager le même chagrin? Je ne suis pas sûr. Or, qu'est-ce que c'est qu'un peuple? C'est une communauté de... Ça n'est que ça, hein. C'est une communauté de gens qui pleurent ensemble. Il y a eu la mort de Johnny, quand même. Oui, voilà. Vous avez tout dit. Non, mais oui, c'est quelque chose qui traverse aussi votre œuvre, je trouve, la réflexion sur pluralité, unité. C'est-à-dire que l'idée que, effectivement, vous disiez ce chagrin, c'est une forme d'unité, mais en France, vous dites on est le peuple de la discorde, mais on est aussi le peuple de la recherche absolue de l'unité, y compris par la force, et une espèce d'unité
géographique, territorial, enfin le jacobinisme centralisateur. Et j'ai l'impression que dans ce monde pagano-celtique, il y a aussi un respect de la pluralité, peut-être, que vous avez aimé, que vous avez apprécié, peut-être vis-à-vis d'un monde, d'une quête obsédante de l'unité à tout prix. Oui, mais l'une n'est pas antinomique de l'autre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper d'unité, en fait. Là, l'unité qui a cimenté les Britanniques, quels qu'ils soient, à quelques confins qu'ils appartiennent dans tout cet émiettement de l'archipel, cette unité qui les a cimentés, c'est une unité qui n'est justement pas jacobine, qui n'est pas administrative, qui n'est pas bureaucratique, qui est simplement une espèce d'idée d'une reine. Enfin, on le connaît, on le connaît très bien, cette extraordinaire invention, cette magnifique invention à la fois politique et spirituelle qui est la représentation de tous par un seul qui est supérieur à l'ensemble. Et quel que soit ce roi à qui on délègue simplement la charge de nous arracher un tout petit peu à nous-mêmes. Et c'est pour ça d'ailleurs que le pire humain, le plus incapable, le plus impotent, le plus stupide qui serait nommé roi serait de toute façon quelque chose qui ferait très bien l'affaire. Peu importe ses qualités, il suffit qu'on ait décidé qu'il y a quelque chose qui ne nous appartient plus et qui est supérieur à nous. Voilà une belle unité. Mais alors après, vous avez tout à fait raison, l'espèce de tentative désespérée de recoller les 377 fromages, là, je ne sais plus quel était le chiffre exact qu'avait cité De Gaulle, c'est l'espèce d'obsession qui n'amène qu'à de mauvaises solutions, parce qu'on veut faire l'unité soit par la coercition bureaucratique, soit par la débilité pictogrammatique, soit par, je sais pas, le réseau routier, ou bien quoi encore, ou bien par des lois liberticides, ou par les impôts. Mais ça, ce sont les unités d'administrateurs. L'unité royale, elle est superbe parce qu'elle est complètement littéraire. D'ailleurs, cette reine, c'était quand même extraordinaire de pouvoir pleurer à la mort d'une espèce d'animal si ridicule et qui était... Je trouve ça magnifique de s'agenouiller comme si vous aviez été blessé dans votre cœur pour la disparition d'une perruche. N'empêche que si vous avez décidé que la perruche est la reine, eh bien, à ce moment-là, c'est ça, en fait. C'est ça la supériorité monarchique, c'est que quelle que soit la perruche, vous êtes triste quand elle meurt. Vous parlez comme Louis de Funès à la fin de la Folie des Grandeurs. Hein, je dis, vous parlez comme Louis de Funès à la fin de la Folie des Grandeurs. Ah bon? Mais entre l'éloge de la monarchie et votre amour immodéré pour les Celtes, vous n'allez pas améliorer votre réputation d'écrivain de droite sulfureux. Ah oui, ça aussi, il y a une unité en France pour étiqueter. Oui, mais enfin, bon, ça, c'est de l'entomologie. Moi, j'aime l'entomologie quand elle s'adresse aux insectes, mais pas aux voyageurs. Non, mais comment ne pouvait-on pas être ému par... Tout à coup, on a vu, souvenez-vous, enfin, les images de ces funérailles, le sonneur de cornemuse, derrière lequel qui sonne son lament, ça s'appelle un lament, son ode, enfin son requiem à la cornemuse, et puis la porte se referme. Qui n'a pas pu à un moment être très légèrement étrillé par cela? Voilà, alors à partir du moment où on décide que le roi va se charger du symbole, je trouve ça magnifique. Et puis ensuite, le Premier ministre se chargera de l'épicerie. Je préfère ça à l'idée qu'un président qui est un épicier se charge du symbole. Mais je ne sais pas si vous mesurez, mais le lien que vous avez avec l'actualité n'est pas tout à fait dans vos livres, celui qui est le nôtre. Là, c'est en naviguant que vous découvrez que la reine d'Angleterre est morte, et dans votre précédent ouvrage, Blanc, vous découvriez le confinement et l'épidémie de Covid en descendant des pistes, je ne sais plus tellement où vous étiez, mais enfin vous arrivez, vous découvrez que le monde s'apprête à être confiné. Quand vous êtes dans ces voyages, vous êtes en très grande distance avec ce qui se passe, où le dispositif parvient quand même à vous rattraper, et même sans téléphone portable, il y a des notifications diffuses qui vous viennent, ou vous arrivez à vivre sans savoir ce qui se passe, si les ministres sautent, la bourse monte, le PGAP gagné, perdu. Non, tout de même, la coupure est assez effective. La preuve, c'est que le précédent aventure que vous évoquez, c'est de traverser des Alpes en ski de randonnée, en ski alpinisme. J'étais positivement pas au courant de
de la pandémie qui était en train de s'abattre sur l'Europe. Et alors, j'étais à la frontière entre l'Autriche, la Suisse Voilà, et l'Italie, dans l'Engadine, le pays de Nietzsche. Et alors, je descendais de la montagne, et puis j'étais avec mes camarades, et on voyait les gens avec des masques. Et alors, moi, je disais, ça ne viendra jamais en France. D'où mon sens politique. C'est là où je vois que je suis très piètre dans la prospective. Non, mais la coupure est absolument effective et je dirais plus loin, elle est nécessaire. Il ne peut pas y avoir ces voyages qui sont à la fois des aventures un peu physiques, enfin sportives, mais qui sont en même temps des espèces de grandes dérives, des navigations, mais au sens spirituel du terme, dans des états de rêve. Moi, j'ai beaucoup aimé, je me souviens très bien que j'avais eu l'envie de fonder mes voyages sur cet aphorisme de Novalis, qui est un jeune Rimbaud germanique, 50 ans avant Rimbaud. Et Novalis disait, j'essaie de me tenir en état de poésie. Je ne comprenais pas très bien ce que ça veut dire, ce que ça voulait dire quand j'avais 20 ans, se tenir en état de poésie. Mais maintenant, je le comprends. Quand vous êtes dans cette mécanique du mouvement sur un bateau, en essayant de ne vous consacrer à rien d'autre qu'à regarder la beauté des promontoires et à essayer de choisir le moment où vous pourrez débarquer pour retrouver le bateau un peu plus loin, au menhir d'après, à 20 km, ça, vous vous mettez en état de poésie. Alors, les histoires de pandémie, et de remaniement ministériel et de transformation du Conseil des ministres en organisation de jeunesse avec des jeunes scouts qui sont propulsés Premier ministre, je vous avoue que moi, je ne peux pas m'en occuper, parce que j'ai un écueil à bâbord. Mais vous n'êtes pas totalement dégagé ou désengagé. D'ailleurs, je note que les auteurs que vous avez cités, Victor Hugo, Aragon, Yeats, sont tous des poètes qui ont été engagés. Lorsque vous avez évoqué il y a quelques années Lord Byron, qui a participé à l'indépendance de la Grèce au début du 19e, et vous-même, quand même, vous êtes un peu engagé pour les Kurdes, pour les Arméniens. Donc vous n'êtes pas totalement étranger au fracas géopolitique du monde, et vous avez de temps en temps la tentation de vous en mêler un petit peu. Oui, l'Arménie. Au hasard. Non, mais l'Arménie, bien sûr, c'est un peu grâce à vous. On est, parce que il s'est passé ce qui s'est passé en 2020, c'est-à-dire le début d'une agression qui a mené aujourd'hui à ce que nous savons, c'est-à-dire l'accaparement par les Azéris du Haut-Karabakh, de l'Artsakh, et ce drame arménien qui ne cesse pas et qui malheureusement ne rencontre qu'une certaine indifférence dans l'Union européenne. Étrangement, pour répondre précisément à votre question, pour moi, il y a un grand lien avec tout ce qui peut paraître une sorte de circulation assez frénétique autour du monde, avec un désordre de mes motifs et de mes objectifs. Il y a un grand lien. La traversée des Alpes dans la disparition de la conscience dans les paysages blancs, la recherche de la panthère des neiges, la volonté de se mettre en état de poésie, comme disait Novalis, pour aller capter le merveilleux, et la défense d'une petite citadelle assiégée au bout de l'Europe, au seuil des grandes steppes de l'Orient, avec la Perse au sud et la grande profondeur turco-mongole sur son Orient et la Turquie à l'ouest. Je vois des choses communes, c'est-à-dire la permanence de très vieilles choses qui sont immémoriales, qui m'ont beaucoup précédé, qui sont très difficiles à décrire dans un monde de description parce qu'elles sont intangibles. Et c'est pour ça qu'il y a un point commun entre la panthère des neiges, l'Arménie, les fées et le blanc. Et ce point commun, c'est que tout ça échappe à moi-même, et tout ça ne ressemble pas à l'énorme marche du monde qui, en fait, si on est très honnête, qu'est-ce que c'est ? C'est la tentative de nous transformer à tout prix en consommateurs dociles et en petits soldats bien obéissants d'une espèce de grande
matrice cybernétique. Moi, je ne veux pas de tout ça. J'essaie de trouver des interstices et des échappées. Eh bien, j'en ai trouvé une dans le Haut-Karabakh qui est exactement du même ordre que sur les promontoires celtiques. Même si ça paraît évidemment très acrobatique ce que je dis là et qu'on a l'impression qu'on ne voit pas très bien l'analogie que je fais entre les églises octogonales sur les pitons de l'Artsar et les croix celtiques postées sur les îles d'Aran. Eh bien, en fait, si, bien sûr, il y a un lien, en tout cas pour moi, une similitude qui est tout à fait évidente. Le merveilleux se trouve dans les interstices. Il faut trouver les interstices, c'est ce que vous nous proposez dans votre livre avec les faits. Avant de nous quitter, je voudrais signaler qu'en ce moment, tous les lundis soirs à 19h au théâtre de Poche Montparnasse, que dirigeait votre père et dont s'occupe désormais votre sœur Stéphanie, S'abandonner à vivre, c'est votre recueil d'aventures publié il y a quelques années que Judith Magre lit tous les lundis à 19h. Je vous le conseille vivement au théâtre de Poche Montparnasse. Merci beaucoup Sylvain Tesson. On vous laisse avec vos fées. Merci Vincent Trémollet-de-Villers. Merci. Notre fée Eugénie, notre fée du Figaro, Eugénie Bastier. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau club Le Figaro Culture qui sera consacré aux expositions à l'art. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine et je vous propose qu'on se quitte avec des images du voyage de Sylvain Tesson, des images tournées par Priscilla Telmont et qui vous mettront un petit peu dans l'ambiance de ce livre. Bonne soirée, bonne semaine, à très bientôt. La navigation à la voile consiste à régler cap, allure et gîte au moyen de menus gestes pour parvenir à l'ataraxie. Si pendant quelques secondes on réussit à ne plus bouger un doigt, c'est le triomphe. Le bateau fuse, l'équilibre règne, les axes s'ordonnent. La mer, l'homme et la machine sont harmoniés. Alors le temps s'arrête. Le monde devient une harpe. Les heures s'écoulent à fixer la mer et le ciel.